C'était un écorché vif, solitaire et imprévisible. Pour lui, les hommes étaient des rivaux et les femmes un défi. Son jeu d'acteur et son charisme ont fait de ce gamin des rues l'une des stars les plus emblématiques de son époque. Son nom, Steve McQueen. Terence Steve McQueen est né à Beech Grove le 24 mars 1930. L'enfance de Steve McQueen aura un impact sur lui et sur son attitude envers les autres pour le reste de sa vie. Ayant grandi comme un enfant négligé et parfois maltraité, il a toujours cherché l'amour qui lui manquait dans son enfance. Le père de Steve, Terence William McQueen, a quitté femme et enfant à la naissance de Steve. Il a quitté l'Indiana pour retourner en Californie, changeant même parfois son nom pour qu'on ne puisse pas le retrouver. Terence William McQueen meurt le 11 novembre 1958, d'une cirrhose du foie à l'âge de 51 ans, sans avoir jamais reconnu son fils. La mère de Steve McQueen, Julia Crawford McQueen, n'a pas connu un sort beaucoup plus enviable. En effet, elle avait de gros problèmes d'alcool et a épousé des hommes qui étaient violents, surtout avec Steve. Se sentant incapable d'élever seul un enfant, Julia envoie Steve dans la ferme de son oncle, Claude. McQueen se souviendra avec tendresse de cette période passée à la ferme. Au fil des ans, Julia apparaît dans la vie de Steve par intermittence. En 1944, alors que Steve McQueen a 14 ans, Julia épouse son troisième mari et vit à Los Angeles. Elle fait alors venir son fils. Même si les circonstances semblent agréables en apparence, le retour de Steve à la maison n'a pas été des plus heureux. En effet, sa mère est absente de sa vie depuis si longtemps qu'elle lui semble étrangère. Il y a également des problèmes avec son beau-père. Son nouveau beau-père le battait pour le moindre écart de conduite, et sa mère ne faisait rien pour l'en empêcher. Adolescent, McQueen a rejoint une bande de voyous et a commencé à vivre dans la rue pour éviter les coups de son beau-père. Il s'est tourné vers la petite délinquance pour vivre, mais il se fera inévitablement attraper par la police. Le beau-père de Steve fait pression sur Julia pour qu'elle place Steve dans une maison de correction, la Junior Boys Republic. Cette décision s'est avérée être l'une des meilleures choses qui soit arrivée au jeune Steve. Cela lui a donné un environnement structuré et normal qui lui faisait cruellement défaut. Le fait de passer quelques années avec la Boys Republic lui a donné confiance en lui et l'a beaucoup calmé. Après avoir quitté l'institution, il a exercé des petits boulots pendant une courte période. Mais à l'âge de 17 ans, Steve s'engage dans la marine. Il gravit les échelons assez rapidement, passant du grade de soldat à celui de soldat de première classe en quelques mois. Mais après s'être battu avec un policier, il repassera simple soldat. Après avoir quitté la marine, il se rend à New York, où vivait sa mère. Il vit de petits boulots, mais un jour, dans une discussion, un ami lui conseille de faire du théâtre pour pouvoir rencontrer des filles. McQueen va suivre ce conseil, et cette décision va changer sa vie à jamais. McQueen se rend compte qu'il aime jouer la comédie, et commence à le faire sérieusement. Les années suivantes, Steve décroche un rôle à Broadway. En 1956, Steve rencontre l'actrice Neil Adams. Neil était une actrice et une danseuse déjà reconnue. Elle est séduite par le côté mauvais garçon et charmeur de McQueen, mais elle découvre aussi un homme fragile et sensible. Entre elle et Steve, c'est l'amour fou. Neil est déterminée à aider Steve dans sa carrière. Elle lui présente son ami et agent Eblast Fauge. La même année, Steve obtient un petit rôle dans Marqué par la haine. Dans ce film, il n'est que figurant et n'est même pas crédité au générique. La véritable star du film, c'est Paul Newman. Ils ont à peu près le même âge et McQueen jalouse le succès de Newman. 2 ans plus tard, une chance se présente. On lui propose le rôle principal dans un film de série B, The Blob. McQueen ne croit pas trop en ce film. La production lui propose un pourcentage des recettes s'il accepte un salaire moins élevé. McQueen refuse et demande un cachet de $6,000. Une erreur pour Steve car contre toute attente, le film est un succès. Il est passé à côté d'un gain de plus de $300,000. Une erreur qu'il ne commettra plus par la suite. Néanmoins, grâce au succès du film, il est repéré par le producteur Dick Powell. Impressionné par le jeu de l'acteur qui campe un rebelle solitaire et sans peur, Powell lui obtiendra un rôle dans la série télévisée « Au nom de la loi ». McQueen incarne Josh Randall, un chasseur de prime armé d'une carabine à canoncier. Bien décidé à ne pas laisser passer sa chance, McQueen apporte son expérience, faisant modifier les scénarios et ses dialogues pour rendre son personnage plus crédible.
C'est un carton. En peu de temps, il devient l'une des figures télévisuelles les plus connues d'Amérique. Entre-temps, Steve McQueen devient papa, d'abord d'une petite fille, Terry Leslie McQueen, et l'année suivante un garçon, le petit Chad McQueen. Steve est un père aimant, et est bien décidé à être pour ses enfants, le père qu'il n'a jamais eu. La même année, McQueen joue aux côtés de James Coburn, Charles Bronson, Robert Vaughn et Yul Brynner dans Les 7 mercenaires. Si ce film fut un succès, son tournage fut plutôt compliqué, notamment à cause des relations tendues qu'il existait entre Steve McQueen et Yul Brynner. En fait, Steve McQueen ne supportait pas d'avoir seulement 7 lignes de dialogue dans le script original des 7 mercenaires. Afin de compenser le manque d'élocution de son personnage à l'écran, la future star hollywoodienne tenta d'attirer l'attention sur lui-même. Pour y parvenir, il essaya différents stratagèmes comme par exemple lever son chapeau, lancer une pièce de monnaie lors d'une réplique de Yul Brynner, ou bien encore secouer ses cartouches de fusil. À cause de cela, Yul Brynner ne le supportait pas, et le tournage de leur première scène ensemble fut éprouvant pour l'équipe de production. En 1963, Steve retrouvera James Coburn et Charles Bronson, ainsi que James Garner dans La Grande Évasion. McQueen a l'occasion de montrer ses talents de pilote de moto. Mais lors de la scène d'évasion en moto, c'est Bud Ekins, ami de McQueen et cascadeur, qui a effectué le fameux saut. Steve le dira plus tard pour que son ami reçoive le crédit qu'il méritait. En 1967, la canonnière du Yangtze entre en lice pour 8 Oscars, McQueen obtenant sa seule nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. En 1968, il tourne dans un de ses films les plus célèbres, L'affaire Thomas Crown, pour lequel il retrouve à nouveau Norman Jewison et donne à sa partenaire Faye Dunaway le baiser le plus long du cinéma. La même année, il incarne un policier dans Bullitt de Peter Yates, un film qui contient une séquence culte de poursuite à travers San Francisco et qui fera date. Le 9 août 69, Steve McQueen prévoit de participer à une fête au domicile de Sharon Tate. Sur le chemin de la fête, McQueen rencontre une jeune femme et décide de passer la nuit avec elle au lieu d'assister à la fête. Cela lui a probablement sauvé la vie, car tous les participants de cette fête ont été tués par les adeptes de la secte de Charles Manson. Il découvrira plus tard qu'il figurait lui aussi sur la liste noire de Manson. En 1972, Steve McQueen et Neil Adams McQueen divorcent. Mais même divorcés, leur amour et leur relation ont duré jusqu'à sa mort. Steve était un bon père. Il semblait déterminé à être le père qu'il n'avait pas eu. Neil a déclaré que même lorsque la relation entre Steve et elle était difficile, il a toujours été un bon père pour leurs enfants. En 1973, McQueen tourne Guet-apens avec Ali MacGraw. Ali venait de devenir une star grâce à son film Love Story avec Ryan O'Neal. À l'époque, elle était mariée, mais une romance s'est rapidement développée entre les deux stars. Le 13 juillet 1973, Ali MacGraw et Steve McQueen se marient. L'année suivante, McQueen joue avec Paul Newman dans La Tour Infernale. Une des forces du film à sa sortie était son casting avec la présence de Steve McQueen et Paul Newman, deux des plus grandes vedettes de l'époque. Les deux hommes entretenaient une rivalité depuis leur participation au film marqué par la haine 18 ans plus tôt, et cela va avoir un gros impact sur la production de La Tour Infernale. Steve McQueen et Paul Newman ont tout négocié, de la place de leur nom sur l'affiche jusqu'au nombre de répliques qu'ils ont, en passant évidemment par leur cachet. En plus de la somme d'1 million de dollars, les deux acteurs ont obtenu 12% des recettes du film. Le succès colossal de celui-ci leur a rapporté 12 millions de dollars chacun, une somme record qui les a rendus très riches. Une fois ce film terminé et 26 films derrière lui, il est devenu la star la mieux payée d'Hollywood. Il a décidé qu'il en avait assez. Pendant les 4 années qui suivent, McQueen refuse de lire un seul scénario ou même de discuter d'un film. Il passait son temps à faire de la moto, de la course automobile et du surf avec ses enfants. À 44 ans, McQueen s'amuse. Mais Ali MacGraw en a assez de jouer les femmes au foyer et veut se remettre à faire des films. En 1978, il divorce. McQueen retourne sur les plateaux lui aussi, mais pendant un tournage, Steve ne se sent pas comme d'habitude. Il ressent une fatigue inhabituelle. Il a des sueurs nocturnes. Il est souvent essoufflé. Steve se rend chez un médecin. À la suite d'une radiographie, on lui découvre des taches sur les poumons.
Il se rend à l'hôpital Cedars-Sinai pour y subir des examens complémentaires. Là-bas, on lui diagnostique un mésothéliome, une forme de cancer du poumon causé par l'inhalation d'amiante, particules auxquelles il a été régulièrement exposé lors de courses de moto où il porte des combinaisons traitées à l'amiante. On l'informe qu'il n'y a pas de traitement. Les médecins lui annoncent qu'il n'en a que pour quelques mois. McQueen est sous le choc. En février 80, on découvre dans son corps la présence de métastases. Steve se tourne alors vers la médecine alternative. Après tout, il n'a plus rien à perdre. En juillet de la même année, l'acteur se rend au Mexique pour suivre un traitement soi-disant miracle, mais rien n'y fait. En présence de sa famille, il s'est inscrit à la clinique mexicaine de Santa Rosa sous le nom de Sam Shepard pour se faire retirer une tumeur abdominale de plus de 2 kilos. Les médecins américains l'ont prévenu que la tumeur est inopérable et que son cœur ne le supporterait pas. Steve McQueen meurt dans son sommeil d'un arrêt cardiaque à 3 heures du matin, 12 heures après l'opération. À sa demande, son corps a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans le Pacifique, à bord du planeur qu'il aimait tant. Il a été rapporté que Steve a laissé une partie de sa fortune à la maison de correction Boys Republic. Steve McQueen avait 50 ans.